Bonjour à tous. Comment éviter la page blanche? Les fausses vocations ressemblent aux vocations véritables. Elles ont les mêmes exigences, elles procurent les mêmes joies, mais la nature n'accorde pas à tout le monde les mêmes dons. Un tel est peut-être né pour être un écrivain de troisième ordre, comme tel autre peut devenir un écrivain de premier ordre. Qui sait? Mais ce qui semble certain, c'est que l'insuccès des trois quarts des romans contemporains s'explique par le fait qu'on attend trop de sa muse. Au lieu d'apprendre les principes narratifs fondamentaux, on érige son seul instinct, résultat de ses habitudes, en maître. Ainsi, des créations au véritable potentiel souffrent de défauts de composition, disproportion des développements, longueur de la mise en train, bref, d'avoir préféré le caprice des impulsions au cadrage du plan. Si bien qu'au lieu de pousser l'idée dans ses retranchements, on prend la meilleure venue, on l'épouse sur l'autel de son talent et l'on se désespère au bout de 200 pages. Au lieu de l'orchestre symphonique si beau que l'on avait dans sa tête, on se retrouve à fredonner le même air que tout le monde, bourré de clichés. Vers le 20 novembre 1857, Flaubert écrit à Ernest Feydeau au sujet de Salammbô. « Sache donc que depuis un mois, je suis dans une impossibilité d'écrire. Je ne peux pas trouver un mot. Je suis puni de m'être mis comme un imbécile à vouloir tout de suite écrire un livre avant de l'avoir suffisamment porté dans le ventre. » Et le 30 août 1859, 2 ans plus tard, toujours au même correspondant, « Je commence à voir un peu mes personnages, nous dit Flaubert. Je crois qu'ils ne sont plus maintenant à l'état de mannequins, décorés d'un nom quelconque. Pour qu'on dise qu'un personnage antique c'est vrai, il faut qu'il soit doué d'une triple vie, car le modèle, le type, qui l'a vu? On ne tombe pas fatalement dans la platitude du déjà dit par le seul fait de n'avoir pas suffisamment développé son plan. Mais c'est une vérité absolue, à forme et à style égal, que la supériorité d'exécution appartiendra à celui qui aura son cadre. Tout travail artistique et littéraire réclame la préparation, la maturité, la réflexion nécessaire à sa bonne exécution. Il faut s'astreindre à savoir construire. Rien ne tient debout sans cela. Pour découvrir un sujet et les ressources qu'il comporte, la première condition, c'est d'y réfléchir, de le mûrir. Plus on lui donnera de substance et de force par la méditation, plus il sera facile ensuite de le réaliser par l'expression, nous dit Buffon. Tout est là. C'est un grand principe. On n'écrit bien que ce que l'on sent bien. Ce travail paraît aride à certains esprits. Ils croient pouvoir diriger l'attelage de leur imagination sans le tenir par les rênes d'une forte pensée analytique. Ils ouvrent trop vite le flacon qui contient l'encre de leur idée principale. L'avidité de l'ivresse d'écrire les presse, qu'importe qu'avec le temps, l'encre devienne mousse qui s'évapore pour n'avoir pas su faire des choix créatifs consistant à inclure et exclure certains éléments. Du choix du sujet et de son incubation préparatoire dépend la valeur du travail. C'est l'imagination et la sensibilité qui, par application et en se concentrant sur un thème, deviendront les rapports, les relations, les idées, les rapprochements et les images que contient ce thème. Comment voyez-vous cette scène? Comment la sentez-vous? A-t-on coutume de demander. C'est qu'en effet, la grande affaire est de sentir, de quelque façon que ce soit, non d'après les règles et selon un mode obligatoire, mais selon son tempérament. Un sujet est une idée. Une unité, c'est quelque chose de simple. Si l'imagination et la sensibilité ne dédoublent pas cette idée, en décrivant les aspects qu'elle peut avoir et les formes qu'elle peut prendre, on aura bientôt tout dit et l'on restera court. Une très bonne idée ne suffit pas à faire une bonne histoire. Lovecraft nous dit qu'il est parfois utile de mettre au point une histoire de façon spontanée, peu réfléchie, à partir d'un élément d'horreur donné, et de laisser se développer telle qu'elle vient, en y changeant ce qui paraît pouvoir l'être et en notant le tout sous forme de synopsis vague et décousu.
il est souvent possible de construire une véritable histoire à partir de cette ébauche peu soignée. Afin que le point culminant du récit soit pleinement efficace, nous dit-il un peu plus loin, il est parfois judicieux de commencer par en mettre un sur pied, dans tous ses détails, puis de bâtir une histoire qui en sera la justification. La recherche repousse la page blanche et le cliché. Mais où chercher? Dans sa mémoire, qu'est-ce qui, dans mon expérience personnelle, pourrait avoir un rapport avec la situation que vivent mes personnages? L'important n'est pas de décrire minutieusement tous les détails d'un fait, mais d'avoir de ce fait une sensation personnelle et vivante. Dans son imagination, comment réagirais-je à la place de mon personnage? Votre imagination vous laisse sur votre faim. Nourrissez-la d'excitant. Utilisez la méthode du SI. Et si, au lieu de la désirer, il tombait amoureux d'elle? Et si sa visière mal attachée venait à l'aveugler en plein combat? Lisez, visionnez, déplacez-vous sur place, discutez avec des témoins du propos qui vous intéresse. Mais si les idées ne viennent pas, c'est que le sujet n'a pas été assez mûri. Il faut y repenser, y réfléchir longtemps, jusqu'à ce qu'on soit dans un état d'effervescence tel qu'on éprouve le besoin de s'en séparer. La nécessité de porter longtemps son sujet, la gestation en un mot, reste une condition absolue de l'écriture. Je veux peindre un lieu démoniaque. Évidemment, je n'ai pas vu de démons torturant des esclaves humains. Mais je sais que cet enfer demeure un lieu de tourment et je peux y placer des supplices. Il n'y a, pour s'en assurer, qu'à lire les tortures infligées dans les sombres pages de l'humanité et transposer le tout dans un lieu de soufre et de feu. Puis, il suffit de déguiser les bourreaux, monstres humains, par exemple sous un masque de cornes et un visage rouge et velu, ou transperce des dents affûtées de lion. Quant à la souffrance mentale, je peux la voir et l'observer autour de moi. Pour peu que j'ouvre les yeux, la peur de vieillir, de mourir, l'avidité irréalisable, le désir impossible, l'irréparable regret, l'amour non partagé, ce genre de douleur, c'est du domaine de l'humanité. Repousser les clichés par la recherche des faits, c'est trouver ces informations pour rendre crédible, par force de détails, ce que vivent vos personnages. Repousser les clichés, c'est refuser la page noircie de lieux communs pour rechercher la couleur et l'originalité que procure le plan. Le plan est cette garantie de ne pas accorder de l'importance à tel passage parce qu'il jaillira à souhait et de s'y étendre complaisamment pour en négliger un autre plus difficile mais absolument nécessaire. Seul le plan nous offre la sécurité de la ligne directrice, cette colonne vertébrale de l'histoire qui lui permet d'avancer debout dans une succession logique d'événements. Il aide à faire que chaque scène, la pensée telle un triangle, converge de sa base vers un point précis avec le mot, la phrase ou l'événement le plus crucial prononcé en dernier. Buffon affirme, faute de plan, il, un homme, aperçoit à la fois un grand nombre d'idées et, comme il ne les a ni comparées ni subordonnées, rien ne le détermine à préférer les unes aux autres. Il demeure donc dans sa perplexité. Mais lorsqu'il se sera fait un plan, lorsqu'une fois il aura rassemblé et mis en ordre toutes les pensées essentielles à son sujet, il s'apercevra aisément de l'instant auquel il doit prendre la plume. Il sentira le point de maturité de la production de l'esprit. Il sera pressé de le faire éclore, il n'aura même que du plaisir à écrire. Pour bien écrire, il faut donc posséder pleinement son sujet. Il faut y réfléchir assez pour voir clairement l'ordre de ses pensées et en former une suite, une chaîne continue dont chaque point représente une idée. Et lorsqu'on aura pris la plume, il faudra la conduire successivement sur ce premier trait sans lui permettre de s'en écarter, sans l'appuyer trop inégalement, sans lui donner d'autre mouvement que celui qui sera déterminé par l'espace qu'elle doit parcourir. Fénelon ajoute « Il n'y a un véritable ordre que quand on ne peut en déplacer aucune partie, sans affaiblir, sans obscurcir, sans déranger le tout. Tout auteur qui ne donne point cet ordre à son discours ne possède pas assez sa matière. Il n'a qu'un goût imparfait et qu'un demi-génie. L'ordre
et ce qu'il y a de plus rare dans les opérations de l'esprit. Quand l'ordre, la justesse, la force et la véhémence se trouvent réunis, le discours est parfait. Chacun, évidemment, n'a pas le même procédé pour se mettre en train. Il en est qui, comme Rousseau, ne peuvent écrire qu'après avoir longtemps pensé, de sorte que ces pages étaient tracées dans sa tête avant de l'être sur du papier. D'autres, au contraire, comme Chateaubriand, ne peuvent se mettre en ébullition qu'assis devant leur bureau, si bien qu'on a dit de lui que sa plume faisait feu sur le papier. Si la forme fait la magie d'une œuvre littéraire, l'intérêt et l'action dépendent du plan, de la distribution des matières, c'est-à-dire de l'ordre et de la disposition. L'intérêt vient du rapport des parties, de leur gradation, de leur groupement, de la justesse avec lesquelles on placera chaque fait à l'endroit qui lui convient. Il faut donc apporter tact et réflexion dans le choix et la succession des idées, puisque les mauvais agencements engendreront des conséquences graves sur l'intérêt tel tuer tout suspense. Veillons à inciser au bon endroit les informations nécessaires à la compréhension du lecteur, pour qu'elles ne donnent pas un effet digressif à la dynamique de l'histoire. Faire un plan complet, détailler des scènes et des chapitres, quoi qu'en disent ces réfractaires, laissera toujours assez de jeu pour les fantaisies de l'exécution. Eussions-nous engendré des perles, on doit renoncer aux digressions, même à la plus esquisse d'entre elles. On doit enlever tout ce qui ne concourt pas à l'ensemble, ne tend pas au but et n'ajoute rien à l'unité. Rien de plus important que la concision. Gardons à l'esprit ces quelques mots de Pascal. Ce n'est pas assez qu'une chose soit belle, il faut qu'elle soit propre au sujet, qu'il n'y ait rien de trop, ni rien de manque. Car c'est toujours faute d'un bon plan qu'on fait des romans trop longs. Trop de papier, écrivait Flaubert à Alphonse Daudet. Racine disait que lorsqu'il avait achevé son scénario, en prose, sa pièce était faite. Pourtant, des auteurs connus, m'objectez-vous, ne faisaient jamais de plan. George Sand, quand il avait fini un livre, prenait du papier et en commençait un autre. Stendhal non plus ne se préoccupait pas beaucoup de la composition, il se contentait souvent de dicter et ne se rappelait plus le lendemain ce qu'il avait écrit la veille. Simenon aussi ne faisait jamais de plan. Alors, qu'en pensez ? Eh bien, ce n'est pas parce que certains aiment la pluie que l'on ne doit pas utiliser de parapluie, le plan. Si ceux qui ont le débit facile et rapide n'ont pas le temps de soigner leur plan, ce n'est pas le cas de tous les autres. Mais je reste persuadé que dans l'esprit de ces trois romanciers, eux qui écrivaient aussi vite qu'ils raisonnaient, trônait l'un des premiers commandements dans les arts temporels, celui de garder le meilleur pour la fin. L'événement ultime de l'histoire est la tâche ultime de l'auteur. Alors, si l'on ne devait conserver qu'un conseil d'importance, nous le trouverions ici. Un des axiomes favoris d'Edgar Allan Poe, dit Baudelaire, était celui-ci. Tout, dans un poème, comme dans un roman, dans un sonnet, comme dans une nouvelle, doit concourir au dénouement. Un bon auteur a déjà sa dernière ligne en vue quand il écrit la première. Cette réflexion, qui consiste à partir de la fin pour revenir au début, est sans doute l'une des meilleures techniques de narration. Elle permet de s'assurer que le héros et l'histoire se dirigent toujours vers la véritable destination finale, c'est-à-dire la révélation personnelle qui changera la vision du monde de votre protagoniste. Note 1. Frank Stricker, écrivain, homme de radio et scénariste américain connu pour la création de Green Hornet et de Lone Ranger, icône de la culture pop américaine, qui fut un succès d'une belle longévité, de 1956 épisodes radiophoniques et une série télévisée de 49 à 57 avec 65 feuilletons, dévoila un jour enfin sa recette. C'est lors du congrès international de créativité à l'université de Buffalo. Je trace, dit-il, un tableau à 4 colonnes. A, personnage, B, objectif, C, obstacle, D, solution. L'idée de base est celle des personnages en conflit. A désire B, C s'y oppose. Grâce à cela, ce tableau, je n'ai jamais manqué d'inspiration. J'y revenais sans cesse en cas de besoin. Note 2. Savoir répondre à ces questions. Qui fait quoi? Où? Quand? Comment? Pourquoi?
Et à la plus importante, ces réponses gravées dans votre tête sont-elles aussi inscrites dans votre texte? Permet, si l'on se jette à l'eau, le nez devant, de ne pas trop boire la tasse. Certains, tels des chèvres, ne s'appuient que sur leur agilité et la force de leurs bras, mais la plupart préparent leur ascension et apportent piolets, cordes et mousquetons. Élever un roman, page après page, c'est comme gravir une montagne, et le plan, c'est équipement. Ne restez pas en plan à chercher à comprendre le manque d'effort des uns ou la réussite inexpliquée des autres. Travaillez à devenir de meilleurs écrivains. Un mot encore, mais au sujet du public. Vous demandez-vous si ce que vous proposez de rédiger lui plaira. Ceci est capital. Mais voilà malheureusement la dernière chose dont on se préoccupe. Il existe plusieurs publics. Vous devez cibler le vôtre. La langue doit s'adapter à l'oreille qui écoute. Souvenez-vous, dit Hector Malot, que vous écrivez pour le public. Si vous voulez vous l'attacher, racontez-lui des histoires comme à un enfant. Charpentez solidement votre drame, corsez vos intrigues. Le public n'a pas le temps de s'intéresser à vos rêves. Voltaire dit dans sa préface de Marianne « C'est contre mon goût que j'ai mis la mort de Marianne en récit au lieu de la mettre en action. Mais je n'ai pas voulu combattre en rien le goût du public. C'est pour lui et non pour moi que j'écris. » Théophile Gautier lui-même, sur les supplications de son éditeur Charpentier, consentit à changer la fin de son Capitaine Fracasse et à donner au public un dénouement heureux au lieu d'un dénouement malheureux. Mais qu'entendons-nous par écrire pour le public? Écrire pour le public, c'est sans doute produire un ouvrage aux nombreux conflits. Chaque conflit révèle profondément l'humain enfoui en nous. Les conflits dans les livres, miroirs de la vie, permettent au public de l'aider, histoire après histoire, à tenter de répondre à cette question que déjà posait Aristote dans l'Éthique. Comment un être humain devrait-il mener sa vie? C'est ce qu'Homère, plus que tout autre, réussit. Son Iliade et son Odyssée, qui conjuguent histoire et style, s'adressent et passionnent tout le monde, hommes, femmes et enfants, depuis maintenant 28 siècles. Alors, écrire pour le public, c'est certainement toucher le cœur humain avec originalité, tout comme Homère sut le faire. L'originalité se situe à la convergence du fond et de la forme. Le choix d'un sujet, le décor, les personnages, les idées, alliés à une façon unique de formuler l'histoire, la qualité de l'écriture, la sélection des arrangements, c'est-à-dire le plan. L'originalité se nourrit de contraintes. La nouveauté, dit Sainte-Beuve, une nouveauté originale, c'est là le point important et le secret des grands succès. Dans les arts, me fait remarquer un homme d'esprit qui les a vus de près, il ne s'agit pas de faire plus ou mieux que les autres. Il s'agit de faire autrement. Chateaubriand et son groupe littéraire. Je vous souhaite une bonne écriture. Pour vous y accompagner, permettez-moi de vous proposer ces livres. Celui-ci, Comment mieux écrire, raconter une histoire et réussir sa fantaisie, où vous allez trouver tous les éléments pour construire votre récit, le charpenter, mais en même temps plein d'idées sur le style, une réflexion. Si vous aimez le divertissement, je vous soumets La source d'éternité d'Alexandre Borzakian, qui est une histoire qui va bien vous surprendre et qui est très bien charpentée. Voilà. Maintenant, laissez-moi aussi vous proposer de suivre nos cours pour rendre meilleur l'écrivain ou le conteur que vous êtes. Si vous avez des questions sur nos cours, écrivez-moi, je vous répondrai. Je vous remercie de votre attention et vraiment, bonne écriture. Merci.